Chapitre 2. L'Algérie de la décennie 80. L'Algérie, au début de la décennie 80, est encore un pays calme, mais il n'est plus silencieux. Ça et là apparaissent les écumes bouillonnantes des convulsions qui agitent ses profondeurs. Après la mort de l'homme qui s'est d'abord fait craindre et qui finit par être regretté par les Algériens, les forces qui sont en dormance s'éveillent et commencent à donner de la voix et à s'organiser. Des pamphlets virulents sont distribués sous le manteau. Des chapelles politiques clandestines réunissant quelques élites de l'université ou du monde du travail décident d'élargir leur influence. Pour les gauchistes du PAX, la disparité des revenus est la preuve que la lutte des classes a commencé et doit aboutir grâce à une nouvelle révolution. Ces activistes n'ont aucun ancrage populaire sérieux, mais leur agitation et leur façon dialectique de poser les problèmes indisposent. Les islamistes voient s'ouvrir devant eux une période propice à leur programme de réislamisation de la société et de conquête à terme du pouvoir. Ils gagnent de nouveaux adeptes ou sympathisants. L'islam, qu'hier personne ne songe à s'approprier, est utilisé d'une façon subversive dans un argumentaire politique. Le nouveau régime est incapable de peser à son juste poids le danger que représente pour le pays le mouvement salafiste. Au contraire, il favorise son expansion pour faire contrepoids aux gauchistes et aux jeunes du printemps berbère qui veulent promouvoir la culture amazigh et demandent la démocratie. La DGSN possède les moyens de faire des évaluations précises. Elles sont faites, elles ont valeur d'audit. Elles sont clairement et explicitement formulées et transmises au nouveau président de la République dès sa prise de fonction sous forme d'un volumineux dossier concernant l'état réel du pays, secteur par secteur. Ce service de sécurité n'a pas vocation à se substituer au pouvoir politique et à proposer des remises en cause ou des solutions, mais c'est de sa responsabilité d'informer le décideur suprême de l'État d'esprit réel de la population et des causes objectives. La conclusion de l'inventaire est que la course effrénée en avant avait épuisé la société. Le maintien de l'ordre, y est-il souligné, n'est pas seulement un problème d'importance de moyens, mais de résolution des problèmes des gens. Benjedid ne fait pas son profit de cette expertise. Les émeutes à répétition sont les symptômes visibles du désarroi d'une grande partie de la population. Chacun dans l'armée en est conscient. Nous appréhendons le jour où des facteurs objectifs, l'endettement effréné, les dépenses de prestige ou pour satisfaire les appétits de clients du régime, le refus d'engager de vraies réformes économiques, l'utilisation populiste de la rente pétrolière, seule et unique ressource du pays, confondue par une propagande mensongère avec le geste humble et fécond du semeur, l'assistanat à tout le monde, toute classe confondue, en un mot, le populisme qui ravage les finances du pays, vont mettre le régime au pied du mur et ouvrir sur une crise politique majeure qui le contraindra à recourir à des mesures d'exception. J'ai beau jeu de dire après coup que nous, militaires, avons le don de double vue et que nous avons vu avant tout le monde où Benjedid conduit le pays, mais tout est là et tout est visible et nous avons suffisamment de relais dans tous les milieux pour savoir exactement où en sont les choses. Nous ne sommes qu'une partie du système, des pièces essentielles mais périphériques, en dehors de celles qui décident. Éclatées en régions, unités, directions, bureaux et autres articulations, nous sommes l'armée muette et obéissante mais présente et consciente, comme notre peuple d'ailleurs. C'est notre rôle de nous informer, mais ce n'est pas à nous qu'il est choix d'intervenir, sauf à mettre en garde contre une explosion populaire généralisée qui ouvrirait sur des sombres perspectives. Nous ne manquerons pas de le faire en temps voulu. Pendant que le nouveau président s'étourdit de slogans vides, d'initiatives inutiles et surtout d'opérations de déboumédianisation et d'ostracisme jetées sur tous ceux qui ont des positions critiques à l'égard de son pouvoir, le mouvement islamiste natif des bords du Nil, drogue toxique à l'usage des peuples musulmans, conçu en Arabie wahhabite, ayant fait son incubation en Égypte et un peu plus tard ses stages armés en Afghanistan, appuyés ouvertement par les moyens financiers et les médias des sous-traitants de l'Amérique, tolérés en Algérie parce que des décideurs à courte vue pensent pouvoir l'utiliser, s'étend, s'organise et peu à peu se renforce et se prépare à la confrontation avec le pouvoir en place.
la faillite économique ou le lit de l'islamisme. Le premier mandat du président Benjedid aurait pu être celui de la réflexion sur le bilan économique de la décennie écoulée pour en tirer des conséquences utiles et réorienter les axes d'action selon les meilleurs intérêts du pays. Le renchérissement du prix du baril constitue un lubrifiant idéal pour réviser les moteurs de la croissance et en accélérer le rythme. Cela n'est pas fait. Au lieu de s'entourer de vraies compétences en mesure de l'aider avec efficacité dans sa tâche, Chedli ouvre toutes grandes les portes à la médiocrité et à l'irresponsabilité. Au plus haut poste de l'État, il place des personnes réputées fidèles à sa personne, sans égard pour leur aptitude à gérer. La parentèle arrogante et corrompue transforme la présidence d'abord en cour, en sérail ensuite. Les décisions qui engagent le pays sont prises dans des cercles étroits en fonction d'intérêts claniques plutôt qu'au bénéfice du pays. Chedli se repose sur les compétences auto-claironnées d'un chef de gouvernement qui s'enlise à coups de restructuration dans la recherche de la performance d'un outil économique souffrant de gigantisme sans jamais s'apercevoir que c'est la conception initiale qui est erronée. Abdelhamid Brahimi, alias Hamid la Science, pour ses certitudes obtuses, inamovible chef de gouvernement, est l'exemple parfait du parvenu qui construit sa carrière politique par l'entrisme et le bluff. Étudiant médiocre, foudre de guerre, allergique au bruit du canon, Pietro Ali, boursier au long cours, insupportable pédant, il met littéralement en pièces l'œuvre de Bel'id Abdeslam et Sid Ahmed Ghazali. En usant d'arguments spécieux, il fait perdre à Sonatrach le marché gazier américain qui aurait amoindri les effets de la crise financière du milieu des années 1980. En saucissonnant les grandes entreprises étatiques, selon lui difficiles à gérer, il démultiplie les structures de gestion et tue la productivité. Au début de la décennie 1980, dopé par un prix du baril élevé, il dépense sans compter. Les années de la gouvernance d'Abdelhamid Brahimi, avant le réveil brutal de 1986, font le bonheur des marchands de chiffons ou de pacotille de l'autre côté de la Méditerranée. Hadj Mohamed Diala, ministre des Finances, parodiant mal Guizot, dit « Nous sommes riches. Des contrats colossaux sont signés. Les gouvernements français qui se succèdent poussent à la dépense. L'Algérie s'endette. » Cette folie dépensière est la concrétisation du slogan pour une vie meilleure, qui doit assurer au nouveau président l'affection des Algériens. Lorsque certains parmi les opportunistes qui entourent le président de la République commencent à s'adonner à l'affairisme, Abdelhamid Brahimi n'a pas le courage de réagir. Lui qui soutiendra plus tard avoir tenu au jour le jour le sous-détail des comptes des prévarications et qui donnera un total général. Il ne démissionne pas ni n'émet la moindre mise en garde. Personne ne dit au président que le temps presse. Lorsque de temps à autre des analyses pertinentes lui sont fournies par des personnalités rencontrées au hasard du protocole, il s'inquiète et s'informe. Hadi Rdiri, longtemps directeur de la Sûreté nationale et à ce titre informé de l'état des lieux, réussit à convaincre le président de l'urgence de prendre des mesures de décompression d'abord, d'ouverture ensuite. Mais les hommes de bon conseil ne peuvent pas transformer à eux seuls le système. Abdelhamid Brahimi et Mohamed Cherif Msaadia réanesthésient vite Chedli en lui rappelant les grandes réussites de son ère et le calme qui règne dans le pays. Abdelhamid Brahimi est le chef d'orchestre de la symphonie en rose majeure. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, qui fait ronronner Chedli de contentement. Il est l'auteur du mot d'ordre respecté par la plupart des hauts responsables politiques de l'époque, ne rien dire qui puisse déstabiliser le président. Si bien répercutée par Razi Hidoussi, la crise est ailleurs, elle ne concerne pas l'Algérie, alors que le pays a déjà la tête sous l'eau. Les choses ne sont pas ce qu'il affirme. Ils ne veulent pas lui dire, mais sont-ils conscients eux-mêmes que le silence de la société n'est pas dû à l'adhésion de la population, mais à l'absence de canaux d'expression et surtout à la peur de la répression? Le calme précède la tempête. Les premières émeutes qui marquent le début de la décennie 1980 ne sont pas analysées à leur juste signification. L'approche est uniquement sécuritaire. Les indéniables succès dans le domaine énergétique de la décennie 1970
non capitalisées, les règles d'une saine planification ignorées, les élites techniques marginalisées, la bureaucratie renforcée, le trabendo toléré, la gabegie avalisée, la corruption non combattue, le retournement des prix des hydrocarbures non anticipés conduisent le pays à la faillite. L'opération Prix du baril. Des puissances étrangères intéressées à la reconfiguration du monde selon leurs intérêts et des États régionaux ayant un contentieux idéologique ou territorial avec l'Algérie mettent en œuvre des procédures complexes pour abattre le pays. La stratégie américaine est simple par son énoncé et complexe par sa mise en œuvre, comme nous le verrons plus loin avec Charles Cogan. Simple parce qu'elle est définie par un cahier des charges sans ambiguïté, préserver partout dans le monde et par tous les moyens les intérêts américains, mais compliquée par les moyens utilisés pour y parvenir. Ces moyens sont quelquefois inattendus, je les cite pêle-mêle et je sais que j'en oublie beaucoup. Les droits de l'homme utilisés comme une arme de destruction massive contre quelques régimes arabes, l'élection du pape, le prix Nobel pour donner l'aura du Nobelisé à certains opposants au pouvoir qui dérange, les Jeux olympiques pour tenir la dragée haute à Moscou et enfin le prix du pétrole pour terrasser économiquement les pays rebelles à l'ordre américain. L'opération Prix du baril du milieu de la décennie 1980, qui met l'Algérie de Benjedid financièrement à genoux, est engagée par l'Agence internationale de l'énergie et le bon pour exécution confié aux sous-traitants arabes, débiteurs éternels du puissant protecteur américain. L'Algérie de Boumedienne, souverainiste anticapitaliste, qui fait appel dès ses premiers pas à des coopérants venus du bloc socialiste, qui s'arment auprès des pays de ce même bloc qui a pendant les années 60 et 70 une politique pétrolière innovante et hardie. L'Algérie qui reçoit Che Guevara, qui abrite les leaders des mouvements de libération africains, qui soutient politiquement les régimes progressistes latino-américains, qui tentent de liguer les pays producteurs de matières premières pour une meilleure défense de leurs intérêts, qui joue un rôle important dans le mouvement des non-alignés, qui fait de la cause palestinienne une affaire nationale, cette Algérie des décennies 60 et 70 est la cible de toutes désignées des architectes du prix du pétrole utilisé comme un moyen de pression politique. L'Algérie, plusieurs années après la mort de Houari Boumediene, paie le prix de son ancienne indépendance de décision, de son arrogance, le jour où sa densité, forgée par ses combats exemplaires, victime de la mauvaise gouvernance de Chedli Benjedid et de Abdelhamid Brahimi, est évanouie. Avec l'effondrement du prix du pétrole, c'est le début de la fin. Une fois le front social mis en ébullition par les difficultés économiques, une cinquième colonne organisée de l'étranger entre en action. L'intégrisme islamiste, négateur de progrès et facteur de division, nourri de prêches wahhabites et gavé d'argent, donnera le coup de grâce, soit par la camisole de la charia, soit par la guerre civile. Encore une fois, ce sont les calculs américains avec l'appui enthousiaste des sous-traitants arabes habituels qui donnent à l'islam politique par l'arme du prix du pétrole les moyens de se structurer, de s'armer et de passer à l'offensive de l'Afghanistan à l'Algérie en passant par l'Égypte, l'Iran et la Tchétchénie. Voilà ce qu'écrit Yves Bonnet en 2015. L'ancien directeur de la DST française ne fait que constater ce que nous savons déjà depuis les premières années de notre indépendance. À Washington, c'est une obsession. Il faut éliminer les régimes arabes laïques et faire la place à la propagande et au prosélytisme de l'allié saoudien, ce qui fait les affaires de l'indéfectible ami israélien. Bénéfice accessoire enfoncé, la tête sous l'eau de l'ennemi russe ne peut qu'aider à conforter l'hégémonie américaine, alpha et oméga de la diplomatie des présidents Clinton et Bush Jr. qui se succèdent à la Maison-Blanche. L'Algérie n'est pas en odeur de sainteté au département d'État en raison de ses accointances passées avec les pays du pacte de Varsovie, dont les coopérants ont soutenu les premiers pas d'une république dite démocratique et populaire et qui conserve son affichage socialiste, une abomination vue des rives du Potomac. Les Américains, en fait, n'ont découvert le continent africain qu'au travers des ouvertures que les Français leur ont ménagées.
l'Afrique du Nord en 1942 puis en 1962. L'Afrique subsaharienne à partir de 1960. La démocratie américaine n'aime rien tant que les têtes couronnées. Du côté de Riyad, de Rabat et d'Amman, leur objectif à terme est de mettre à bas ces empêcheurs de tourner en rond que sont les dictateurs laïcs et autres progressistes. L'Algérie n'offre d'intérêt que pour ses réserves en hydrocarbures.